Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Débrief sans filet. Vous vous retrouvez ici uniquement avec moi, Jocelyn Breton, encore une fois. Mais vous inquiétez pas, cette fois on va bien finir par revenir bientôt. Donc cette semaine, on a eu le match enfin qu'on attendait depuis des semaines. Enfin, la finale de la Ligue des Champions PSG Arsenal qui a eu lieu et qui nous a donné un match. On savait pas trop à quoi s'attendre avant ce match, franchement, parce que tout dépendait qui marquait le premier but et quand arrivait ce premier but. Et là, ça nous a donné un match plutôt fermé parce que c'est Arsenal qui a marqué le premier but de la 6e minute. Je dirais pas suite à une erreur de Marquinhos, suite à un surtout coup de malchance des Parisiens de Marquinhos. Marquinhos qui veut dégager le ballon, ça rebondit sur Leandro Trossard et ça revient sur Havertz en profondeur, qui va crucifier d'une très belle frappe le gardien parisien. Mais donc dès la 6e minute, ce but intervient et du coup ça a donné vraiment un duel tactique vraiment entre deux équipes qui maîtrisaient leur football à la perfection. Mais dans cette première mi-temps, du coup, c'est Arsenal qui l'a vraiment le plus maîtrisé. Ils ont mis, moi j'ai trouvé impressionnant l'intensité de leur jeu. Ça a donné, presque pas de frappe et tout, mais personnellement ce match, même s'il y a presque pas de frappe, même si il y avait pas non plus énormément de jeu, je l'ai trouvé presque intéressant, même dans la première mi-temps où il y avait pas énormément de choses qui se passaient, parce qu'en fait t'avais d'un côté t'avais les joueurs du PSG qui vraiment essayaient de chercher les espaces, et des fois il y avait des erreurs. On a vu notamment Kvara 2-3 fois tenter des trucs, on sait pas trop ce qu'il faisait, mais j'ai trouvé vraiment intéressant parce que l'intensité du jeu d'Arsenal, dans vraiment toujours les espaces qui étaient parfaitement fermés et tout, j'ai trouvé ça tellement intéressant. Surtout que la tension était palpable. Il y a eu des très bonnes défenses d'Arsenal, et c'est eux surtout qui ont été le plus dangereux dans cette première mi-temps, parce que ils ont eu aussi un ou deux petits contres. Et donc du coup ils avaient, je crois, 25% de possession à la fin de la première mi-temps, mais dans ces juste un ou deux petits comptes qu'ils ont eu, ils ont réussi à être les plus dangereux, parce que Paris a vraiment pas réussi. Ils ont eu juste 2-3 corners et tout, mais le jeu d'Arsenal était tellement bien maîtrisé. Mais la deuxième mi-temps, par contre, après, ça a été aussi un très très gros match, tellement intensif, plus intéressant j'ai trouvé, dans le sens où il y avait plus de jeu des deux côtés, parce que Paris a plus pris son temps, et plus allé un peu ressortir le ballon, et donc à faire ressortir un peu le bloc d'Arsenal. On a eu un peu plus d'occasions des deux côtés, mais la clé du match s'est jouée déjà dans le penalty qu'a pu obtenir Dembélé. Mais les penalties, ça a été cette clé du match, mais vraiment dans tous les domaines, on va le voir, parce que déjà donc c'est sur une faute de du latéral droit d'Arsenal que Dembélé peut égaliser sur penalty. Mais les penalties, c'est vraiment le sujet de la rencontre, parce que déjà en première mi-temps, Paris aurait pu avoir un penalty suite à la main de, je crois, Bukayo Saka dans la surface. Mais l'arbitre n'est même pas allé voir la VAR. Ça, je trouve vraiment, c'est aberrant. C'est Bukayo Saka, je crois, qui veut dégager le ballon, mais qui se rate. Ça touche sa main et après il a réussi à le dégager. Il y a eu Tony Chaperon qui a analysé cette faute pour Canal+. Il a dit que pour le jeu, pour l'amour du jeu, il fallait pas la siffler, mais dans les règles, cette faute se siffle. Donc c'est là aussi, je trouve, parce que l'amour du jeu, non, c'est les règles qu'il faut avoir. Donc ce péno clairement aurait sifflé, aurait pu changer le match directement. Mais c'est pas la seule occasion qui aurait pu changer le match, parce que moi je trouve il y a aussi une autre faute litigieuse à 1-1 cette fois, dans la surface parisienne. C'est Nuno Mendes qui a bousculé un Gunners. Et j'ai trouvé aussi cette occasion qui était assez litigieuse, parce que le joueur d'Arsenal était passé et il se fait bousculer dans le dos. Et c'est pour ça que moi je pense aussi que cette occasion, il pouvait y avoir penalty. Donc je trouve que c'est peut-être un péno non sifflé des deux côtés. Mais du coup la clé de ce match, encore une fois, c'est les penalties. Pourquoi ? Parce que personne n'a réussi à se départager, que ce soit à la fin du temps réglementaire, que ce soit pour les prolongations, et donc c'est les pénaltys qui ont été la clé. C'est aux pénaltys que tout allait se jouer, au tir au but, avec un seul arrêt, un arrêt de David Raya, le gardien d'Arsenal. Mais pourtant, c'est Arsenal qui en rate le plus. Pourquoi ? Parce que les joueurs d'Arsenal, ils ont été submergés par la pression. Je sais pas trop ce qu'ils ont eu. Les Parisiens, ils ont eu plusieurs fois les tirs au but déjà cette saison, la semaine dernière, dans des grandes situations.
surtout la saison dernière. Donc du coup, ils commencent à avoir l'habitude. Et franchement, ils ont magnifiquement géré. Mais le joueur d'Arsenal, 2 pénaux, le deuxième de Gabriel en 5e tireur qui les met au-dessus, 2 pénaux mal tirés. C'est vraiment dommage pour Arsenal, je trouve. Mais aussi c'est bien pour Paris parce que Paris clairement c'est les seuls à avoir essayé de mettre du jeu. Arsenal c'était une tactique maîtrisée à la perfection. C'était défendre en bloc bas. Ils étaient des fois les 9 voire les 10 joueurs de champ dans les 30 derniers mètres, voire dans les 25 derniers mètres. C'était vraiment un chef-d'œuvre tactique le jeu d'Arsenal. Mais c'est sûr que dans le sens où c'est Paris qui a été la seule équipe à proposer en fait du jeu, c'est sûr que dans ce sens-là clairement c'est Paris qui a mérité largement sa victoire. Mais voilà, ça a été du coup un match vraiment, je l'ai trouvé très intense, même si il n'y avait pas beaucoup de jeux. Et Paris qui réussit à s'offrir la deuxième étoile. Au XXIe siècle, il n'y a que le Real qui est allé s'offrir 2 Ligues des Champions consécutives. Il l'avait fait 3 fois consécutivement, 2016, 2007, 2018. D'ailleurs, c'était le Real aussi les derniers à avoir gagné une finale au tir au but en 2016, c'était il y a 10 ans. Et ça montre aussi à quel point cette finale c'était vraiment, ça opposait les 2 meilleures équipes du monde, parce que pour que ça aille au tir au but, c'est vraiment que les 2 équipes étaient du même niveau en fait. On a vu un match vraiment disputé parce que même si Paris a largement eu la maîtrise, même s'ils ont eu 75% de possession, il était vraiment disputé dans le sens où les 2 équipes maîtrisaient vraiment, surtout Arsenal, je trouvais leur tactique, puisque c'est Arsenal qui a ouvert le score, donc c'est Arsenal qui a pu poser son empreinte sur le jeu. Ils ont été dominés, mais ils savent le faire. 21 tirs par Paris, 7 pour Arsenal, mais au final, c'est quand même Paris qui allait s'imposer grâce donc à ces tirs au but. Et c'est donc leur 2e Ligue des Champions qu'ils remportent sur un match qui a été vraiment très très âpre encore une fois tactiquement. Mais PSG Arsenal, c'était pas la seule finale de Coupe de France, enfin de Coupe d'Europe pardon, qu'on a eu. On a également eu la finale de la Conference League qui opposait Crystal Palace au Rayo Vallecano. Encore une fois, un petit score. Victoire 1-0 de Crystal Palace sur un match aussi très fermé. 11 tirs à 10 pour Crystal Palace, mais du coup beaucoup plus serré aussi, j'ai trouvé. Plus disputé. Avec les 2 équipes qui ont eu leurs occasions, les 2 équipes qui ont eu leur temps fort. Crystal Palace qui marque en début de seconde période avec Mateta, qu'on a hâte de voir aussi en équipe de France pour cette Coupe du Monde dans quelques semaines et quelques jours même. Et après la grosse domination de Crystal Palace, c'est Rayo Vallecano qui a énormément dominé en fin de seconde période pour essayer d'aller revenir au score, mais ils n'ont pas réussi. Donc c'est déjà le 3e trophée de Crystal Palace en 2 ans. Eux qui n'avaient gagné qu'un trophée de toute leur existence. Avant ça, il y a vraiment super longtemps. C'est vraiment, on voit cette équipe qui commence vraiment à monter en niveau. Et grâce à cette victoire, l'Angleterre aura donc 9 équipes la saison prochaine en Coupe d'Europe, 5 en Ligue des Champions, 3 Ligue en Ligue Europa et 1 en Conference League. Une équipe sur 2 en Angleterre fera la Coupe d'Europe, pardon. C'est vraiment énorme. Et ça montre aussi à quel point le football anglais est vraiment surpuissant. Ils ont 5 équipes en Ligue des Champions car c'est l'une des 2 meilleures équipes cette année au coefficient UEFA, pardon. Et donc grâce à cette victoire en Conference League de Crystal Palace qui finit 15e, ils ont donc une 9e place grâce à cette victoire. Donc Crystal Palace qui n'était pas censé faire Coupe d'Europe mais qui en fait une. Donc voilà pour le registre européen. Maintenant, on va pouvoir redescendre au registre national avec les barrages d'accession ou de maintien en Ligue 1 qui se jouaient entre Nice et Saint-Etienne. Donc on a eu à l'aller un match soporifique, un match avec très peu de jeux. Les 2 équipes qui jouent... en fait, j'ai l'impression que c'est plutôt Saint-Etienne qui jouait la peur au ventre. Parce que Nice, ils étaient à Saint-Etienne, ils étaient dans le chaudron, ils savent que c'est très dur à jouer. Eux, leur but, c'était clairement de tenir le match nul pour ne pas aller à domicile à l'Allianz Riviera avec un score défavorable. Et ils ont très bien fait parce que avec un match qui a été franchement très pauvre techniquement, tactiquement, surtout techniquement parce qu'il y avait vraiment eu de grosses erreurs. Ça se finit en 0-0 avec très peu de jeu. Seulement un tir cadré, je crois, de tout le match. 7 tirs pour Saint-Etienne contre 4 pour Nice en 90 minutes. Vraiment rien s'est passé. Donc tout s'est joué au match retour dans un stade
à la surprise générale, sans supporters de Saint-Étienne ni de Nice autorisés, parce que on sait pas trop pourquoi. Les supporters de Nice ont été interdits dans leur propre stade, donc c'était un stade sans ambiance. Un match qui a eu beaucoup de mal à se lancer. Franchement, en première mi-temps, il s'est pas forcément passé grand-chose, même s'il y a eu quelques grosses occasions de Nice avec notamment un poteau. Mais surtout, on a eu une deuxième mi-temps. En fait, c'est le but de Klose à la 62e qui déclenche tout. Jonathan Klose qui arrive, qui va marquer un très beau but. Et ça déclenche vraiment tout parce que on a d'abord du coup Saint-Étienne forcément qui va réagir, ils font des changements, ils réagissent et ils obtiennent un penalty. Ils vont marquer 1-1, mais ensuite ils ont craqué. Ils ont encaissé 3 buts dans les dernières minutes. Après le but du 2-1, forcément, ils ont voulu aller marquer plus, aller attaquer plus, et ils se sont découverts derrière. Nice qui a bien joué en contre-attaque, qui a très bien joué son coup. Et donc Nice qui, malgré sa saison catastrophique, cataclysmique, aucun Coupe de France sont allés en finale, mais franchement ça servait à rien. On se demande limite pour eux c'était mieux de pas y aller. En Ligue Europa ils finissent 33e avec que 3 points. C'est ça, ils ont été franchement ridicules en Ligue 1 barragiste, mais ils arrivent quand même à se maintenir. Et pour Saint-Étienne, du coup, ce club historique de Ligue 1, ils vont faire une nouvelle saison en Ligue 2 dans les chambres, et on verra si la saison prochaine ils vont réussir à monter ou pas. Mais donc maintenant on connaît nos 18 clubs, puisque Nice va rester en Ligue 1, et on a donc uniquement 3 et Le Mans qui montent en Ligue 1 à la place de Metz et de Nantes. Mais c'est pas tout, parce que si en Ligue 1 c'était fini la phase régulière de championnat avant cette journée, c'était avec la Bundesliga les deux seuls du Big Five, puisque les ligues à 20 équipes jouaient encore. C'était notamment le cas de la Première Ligue qui avait encore ses places pour l'Europe à jouer, avec notamment Brighton, Brentford, Chelsea, Sunderland qui était dans un mouchoir de poche. Donc du coup, on a eu Chelsea d'ailleurs dans un match capital pour l'Europe. On avait Sunderland Chelsea. C'était vraiment un match capital parce que les deux équipes, si elles perdaient, il y avait de bonnes chances qu'elles faisaient pas l'Europe. Et c'est Sunderland à domicile qui a réussi à s'imposer 2-1 dans un match qu'ils ont dominé de la tête aux pieds. Franchement, du début à la fin. Chelsea qui n'a pas pu faire grand chose malgré leur réduction du score, et du coup Chelsea qui pour la première fois depuis de nombreuses années ne verra pas de Coupe d'Europe la saison prochaine. C'est vraiment un drame pour le club, eux qui avaient été champions d'Europe en 2021, qui ne feront pas donc de Coupe d'Europe la saison prochaine, alors que quasiment la moitié de la Première Ligue, comme j'ai dit juste avant, fera une Coupe d'Europe. On espère pour eux que ça leur permettra d'aller chercher quelque chose la saison prochaine, d'aller vraiment chercher une place en Ligue des Champions, parce que vraiment c'est dramatique un club comme ça qui met autant d'argent dans un club en si peu de temps. On parle de plus d'1 milliard dépensés sur les 3-4 derniers mercatos. C'est vraiment des sommes abyssales des fois pour des joueurs moyens, franchement. Ça témoigne donc cette non-qualification de la gestion ridicule en fait clairement de Chelsea qui est très très mal gérée. Voilà, ça montre tout ça. Dans les autres matchs du coup pour s'arracher la qualification, on a Bournemouth qui a fait un match nul 1-1 face à West Ham Forest, et on a Brighton qui allait perdre 3-0 face à Manchester United, mais qui grâce à la victoire de Sunderland a réussi à rester dans les places pour la Conference League. Brighton finit 8ème et donc qui jouera la Conference League. Pour Brentford, donc c'est pas passé loin malheureusement pour eux. Avec leur match nul face à Liverpool, ils n'iront pas en Coupe d'Europe à la différence de but, alors qu'ils auraient pu, grâce à une victoire, s'y qualifier. On a d'ailleurs, de l'autre côté, il y avait aussi un autre duel très serré. C'était Tottenham contre West Ham pour le maintien dans ce duel indirect. Donc Tottenham affrontait Everton, alors que West Ham affrontait Leeds. Pour Tottenham, c'était simple, il fallait gagner. Pour West Ham, il fallait gagner et que Tottenham ne gagne pas. West Ham, ils ont rempli leur part du contrat. Victoire 3-0 large face à Leeds. Mais le problème pour eux, c'est que Tottenham aussi a rempli sa part du contrat, avec une victoire 1-0 face à Everton. Et donc, on aura West Ham les Hammers qui étaient plus allés en Championship depuis plus de 20 ans, 25 ans, je crois.
qui vont redescendre dans le chambre du football anglais, alors que Tottenham, cette équipe qui allait en finale de Ligue des Champions 2019, et qui est presque historique, c'est pas aussi historique que United, que Liverpool certes, mais qui est vraiment une grande image du football anglais, qui a réussi donc à garder sa place dans l'élite. Mais donc c'était pas le seul championnat qui était vraiment à suivre, parce qu'il y avait aussi la Liga qui était à suivre pour une petite place européenne, la place de Conference League qui se jouait entre Retafe, Rayo Vallecano et Valence notamment. C'est Retafe qui a réussi à l'avoir grâce à sa victoire 1-0 face à Osasuna, pardon. Valence, malgré leur victoire de prestige face au Barça 3-1, qui n'a pas réussi donc à obtenir cette qualification, alors que le Rayo Vallecano, eux, ont gagné aussi face à Alaves 2-1, mais donc du coup n'ont pas réussi à revenir sur Retafe qui avait déjà de l'avance. Mais le duel qui était le plus serré, c'était le duel pour le maintien, puisqu'on le savait déjà, il y avait toutes les équipes qui se tenaient en très peu de points. À 5 journées de la fin, le 6e pouvait être encore relégué mathématiquement. C'est un duel fou. Et donc, les deux malheureux condamnés avec le Real Oviedo qui a été condamné depuis longtemps sont Girone et Majorque, malgré leur résultat, avec Girone qui fait 1-1 et Majorque qui gagne 3-0. Malgré ça, ils ont quand même été relégués puisque les autres équipes ont réussi à performer, à avoir des matchs nuls, des fois des défaites, mais ils avaient assez de points. Des fois ça passe à la différence de buts, puisque Majorque est relégué à la différence de buts. Ils ont un moins bonne différence entre eux, Levante et Osasuna. C'est assez terrible de se dire ça. C'est assez triste pour les joueurs de Majorque, parce que quand même, faut se dire, ils sont relégués à la différence de but, alors qu'ils sont 3 équipes à avoir le même nombre de points. C'est assez fou. Et donc ça montre aussi comment le championnat espagnol était super serré. Mais donc on ne verra ni Majorque, ni Girone, ni le Real Oviedo en Liga la saison prochaine. Alors que donc on va faire un récap des qualifiés européens en Liga. Il y aura Barcelone, le Real, Villarreal, l'Atlético et le Real Betis en Ligue des Champions. Alors qu'on aura Celta Vigo et le Real Sociedad grâce à sa victoire en Coupe d'Espagne en Ligue Europa, et Retafe grâce à sa victoire en Conference League, grâce à sa 7e place, sera en Conference League. Enfin, on va faire un petit tour du côté du football italien. On n'y va pas souvent, mais là c'est la fin du championnat, donc je pense que c'est important, qu'il faut qu'on y aille. Surtout qu'on a eu un championnat très très serré jusqu'au bout. Même si pour le titre de l'Inter c'était joué assez longtemps avant la fin, 87 points, champion d'Italie, c'était surtout les places pour la LDC qui étaient serrées. En effet, à la fin du championnat, on voit donc la Roma 3e, 73 points, la Juve 6e, 69 points, la Juve qui s'est sabordée presque toute seule, avec leur nul face à Torino 2-2, mais du coup ça aurait pas changé grand chose, parce que c'était ils finissent à ah non, même ça aurait pu changer, non pardon, ça aurait changé parce qu'à la différence de but, ils auraient quand même fini 5e, puisque Como a une meilleure différence qu'eux avec 71 points. Como qui donc a assuré cette différence de but en dernière journée grâce à leur victoire 4-1 face à Cremonese. Como qui disputera sa première Coupe d'Europe, un peu à l'image de Brest, j'ai envie de faire la comparaison. Brest de 2024-2025, après leur qualif en 2023-2024, qui faisait leur première Coupe d'Europe en Ligue des Champions. Comme ça va être la même chose, ils n'ont jamais fait de Coupe d'Europe. Il y a 5 ans, ils étaient en Série B, mais grâce à un excellent coach, Cesc Fabregas, grâce à d'excellents joueurs, un excellent gardien, Jean Butès, qui aurait pu faire la Coupe du Monde avec les Bleus, mais à qui le coach a préféré Robin Risser et Brice Samba, ainsi que Mike Maignan, mais ça c'est quand même une évidence. Donc on aura Com qui fera sa première Coupe d'Europe en Ligue des Champions, et l'autre qualifié, la Roma, est allé s'imposer 2-0 face à Hellas Vérone, alors que l'AC Milan ne disputera pas la Ligue des Champions. Eux, surtout, qui se sont vraiment sabordés avec leur défaite 2-1 face à Cagliari, eux qui auraient largement pu aller faire la Ligue des Champions. Ils auraient dû gagner pour aller chercher cette Ligue des Champions. Ils ont pas su le faire. La dernière équipe qui sera qualifiée pour l'Italie en Coupe d'Europe la saison prochaine sera l'Atalanta en Conference League. Ce sera une très grosse équipe à suivre en Conference League, parce que l'Atalanta en Conference League, forcément, ça sera dans les favoris.
Donc voilà, c'est maintenant définitivement fini pour tous les grands championnats européens, pour tous les championnats européens même. Et maintenant, les joueurs vont pouvoir rentrer avec leur sélection nationale pour préparer la Coupe du Monde. Les premiers matchs amicaux qui sont en train de se jouer, qui se joueront dans les prochains jours. Et la Coupe du Monde qui va commencer dans maintenant 10 jours. Ça va être quelque chose d'incroyable à suivre sur Débris sans filet. Au revoir.